Bonjour à tous. Le 13 décembre 2023 est une date historique pour la Pologne. En cette date, la Pologne entame un nouveau chapitre politique de son histoire. À partir du 13 décembre de cette année, la Pologne a donc un nouveau gouvernement entré en charge, un gouvernement qui a été assermenté par le président. Donc, comme je le disais, une nouvelle période politique s'entame en Pologne, une période politique qui arrive 59 jours après les élections parlementaires. C'est exactement le nombre de jours qu'il a fallu au nouveau gouvernement pour prendre ses fonctions, puisque les prédécesseurs de la nouvelle coalition au pouvoir en Pologne, la droite unie, a tout fait pour bloquer cette passation de pouvoir. Donc une passation de pouvoir qui s'est faite dans la douleur, une passation de pouvoir qui était très compliquée, qui était absolument hors norme. Alors, quelqu'un pourrait dire que dans un système parlementaire, il est de coutume qu'une passation de pouvoir prenne du temps. Certes, mais la Pologne n'a pas été dans un scénario espagnol. C'est-à-dire qu'en Pologne, dès le soir des élections parlementaires, donc le 15 octobre de cette année, l'opposition qui a remporté ces élections a déclaré faire une coalition de gouvernement. Donc on savait parfaitement qu'il y aurait une majorité parlementaire stable, il n'y avait aucun doute à avoir. Donc si les dirigeants, donc la droite unie, avaient fait preuve de bonne foi, si le président polonais issu du camp politique de la droite unie avait fait preuve de bonne foi, il n'y avait absolument rien qui pouvait s'opposer à la formation d'un gouvernement de l'opposition dans les plus brefs délais. Puisque, comme je le disais, il y avait une déclaration de coopération, de coalition qui est apparue le soir des élections, donc quand nous avions encore les résultats sondages, mais également 2 jours ensuite, quand les sondages ont été déclarés de manière officielle, le 17 octobre, on savait parfaitement qu'il y avait une majorité stable qui se dessinait. On le savait également le 13 novembre de cette année, date à laquelle a eu lieu la première session, la session inaugurale du Parlement, puisque la nouvelle majorité a confirmé qu'elle était en mesure de coopérer, de fonctionner de manière stable en élisant le bureau du Parlement, donc le bureau de la Diète, donc la Chambre basse, et le bureau du Sénat. On le savait également une semaine plus tard où le nouveau Parlement a réussi à faire passer un certain nombre de textes de loi, et à partir du 13 novembre de cette année, la Pologne s'est retrouvée dans une situation absolument inédite, à savoir qu'on avait une majorité parlementaire sans gouvernement et un gouvernement sans majorité parlementaire. Donc, il n'y a aucun doute à avoir, il n'y a aucun doute possible. Si la passation de pouvoir a duré 59 jours, c'est bien parce que les dirigeants, la droite unie, c'est bien parce que le président polonais, Andrzej Duda, ont tout fait pour que cette passation de pouvoir dure aussi longtemps que possible. Je vais y revenir. Donc, faisons le bilan de ce qui s'est passé durant ces 2 derniers mois, parce que c'est ce qui fait que la passation de pouvoir a pris autant de temps. 15 octobre de cette année ont lieu en Pologne des élections parlementaires. Les Polonais élisent les 2 chambres du Parlement, la chambre basse, la Diète, donc le Sejm, et la chambre haute, le Sénat. Pour ces 2 chambres, les élections sont remportées par l'opposition, qui déjà avant les élections parlementaires déclare, en cas de victoire, faire une coalition de gouvernement. Donc nous avons 3 coalitions qui, en assemblant leur mandat, arrivent à la majorité absolue au Parlement. Donc la coalition civique emmenée par Donald Tusk, la coalition centriste, donc composée du Parti agrarien et du Parti Pologne 2050, ainsi que une coalition de gauche. Ces 3 coalitions, ces 3 comités électoraux arrivent à un nombre de 248 mandats à la Chambre basse du Parlement, donc une majorité confortable, puisque pour avoir la majorité absolue, il faut avoir à la Chambre basse du Parlement, à la Diète, en Pologne, 231 voix. Ces 3 comités électoraux arrivent également à une majorité très confortable au Sénat, puisqu'ils arrivent à 67 sénateurs sur 100. Donc pour avoir la majorité absolue au Sénat, il faut avoir 51 mandats. Il convient d'ajouter que déjà avant les élections pour le Sénat,
les trois comités électoraux que je viens d'énoncer avaient déjà fait une coalition préélectorale. Donc cette coalition qui s'appelait le pacte sénatorial a obtenu une majorité très confortable au Sénat, donc comme je le disais, 67 mandats sur 100. Donc, les résultats sondages le montraient déjà de manière évidente. Les résultats énoncés en date du 15 octobre, donc au soir des élections, et au soir des élections, après l'annonce des résultats sondages, ces trois comités électoraux ont déclaré vouloir faire une coalition de gouvernement, donc les choses étaient parfaitement claires. On savait également que la droite unie n'arriverait absolument pas à avoir de majorité, parce que les résultats sondages montraient un nombre de 200 pour le nombre de députés pour la droite unie à la diète, donc c'était 30 de moins que ce qu'il faudrait pour créer une majorité absolue, une majorité indépendante. Une trentaine de sénateurs au Sénat, donc au moins 20 sénateurs, il aurait fallu au moins 20 sénateurs de plus à la droite unie pour avoir la majorité au Sénat. Donc déjà au soir du 15 octobre de cette année, après les élections, les résultats sondages ont révélé l'incapacité de la droite unie à créer une coalition majoritaire, puisqu'il n'avait de facto aucun coalition potentiel. Il est à noter que donc, le parti de droite, la Confédération, a obtenu 18 mandats. Donc même si les annonces de certains experts auraient été révélées comme étant crédibles et que la Confédération aurait créé une coalition avec la droite unie, ça n'aurait de toute façon pas été suffisant pour avoir la majorité. Donc la droite unie savait très bien au soir des élections parlementaires qu'il n'y avait aucune majorité à trouver pour ce camp politique au Parlement. Donc de facto, aucune possibilité de garder le pouvoir donc pour une troisième mandature. Cependant, tout en étant conscient de ce fait, le président du camp politique de droite unie, Jarosław Kaczyński, déclare quand même au soir du 15 octobre que rien n'est joué, qu'il y aura des négociations qui seront menées pour arriver à trouver cette majorité. Donc, majorité pour la trouver, il aurait fallu à la droite unie d'arriver à trouver au moins 40 députés à la Chambre basse et une vingtaine de sénateurs à la Chambre haute, donc ce qui était impossible. Le 17 octobre, nous avons l'annonce officielle des résultats des élections. Là, il s'avère que la droite unie a encore moins de mandats que ce qui avait été annoncé dans les sondages Exit Polls au soir du 15 octobre. Donc le 17 octobre, il est absolument évident que la droite unie n'arrivera pas à créer de coalition avec qui que ce soit et qu'elle n'a absolument aucune chance, même pas la plus petite qui soit, d'arriver à créer une majorité. Cependant, la droite unie décide d'ignorer ce fait. Le président Andrzej Duda décide d'ignorer ce fait et annonce que quelques jours plus tard, il va consulter, recevoir les présidents des comités électoraux qui ont réussi à franchir le seuil des 5%, donc avoir une représentation au Parlement, pour voir avec eux ce qui est possible ou pas possible d'un point de vue de la majorité parlementaire. Il convient aussi de noter que selon des preuves rassemblées par des journalistes et selon certains témoignages, donc la semaine du 16 au 23 octobre, donc une semaine après les élections, ont été mis en place des techniques que l'on pourrait qualifier de criminelles par la droite unie, qui avaient pour but d'intimider un certain nombre de députés, justement pour arriver à créer cette majorité. Alors, c'est la coalition centriste qui était convoitée, donc surtout les députés du Parti agrarien, donc qui étaient convoités par la droite unie, puisque une trentaine de députés, donc cette représentation aurait permis à la droite unie d'arriver à créer donc une coalition de gouvernement. On sait que déjà le 13 octobre, donc 2 jours avant les élections, il y a eu une réunion secrète entre les chefs des services secrets et un certain nombre de représentants du gouvernement. Donc une réunion au terme desquelles on a décidé de mettre sur écoute, après les élections, un certain nombre de députés de la coalition centriste pour avoir des moyens de pression pour faire chantage. Donc cette affaire a était connue du grand public en date du 21 octobre. La droite unie a évidemment nié, mais les preuves sont accablantes, évidentes. Donc on sait parfaitement que dans la semaine du 15 au 22 octobre, donc une semaine après les élections parlementaires, la droite unie a fait preuve d'intimidation, a essayé de faire preuve de chantage
de par les écoutes qui ont été faites justement pour arriver à créer une majorité gouvernementale. Cela n'a pas réussi. Mais à partir du 25 octobre de cette année, le président polonais a commencé à consulter les représentants des divers partis politiques, donc des comités électoraux, et des groupes politiques qui ont commencé à se constituer donc pour le Parlement. Alors, pendant ces consultations, selon les dires des participants, il paraissait absolument évident que le président n'envisageait qu'une chose, qu'un scénario, c'est de reconduire le Premier ministre en charge, Mateusz Morawiecki, à ses fonctions, et donc il ne voulait même pas entendre parler d'une coalition alternative, bien que, comme je le disais, il n'était pas possible d'une quelconque manière de créer une coalition gouvernementale pour la droite unie. Donc au terme de ces consultations, la déclaration officielle du président, c'est que les discussions se sont passées dans une bonne ambiance et que finalement, nous avons deux camps politiques. D'un côté, nous avons le camp de la droite unie et nous avons de l'autre côté donc un camp politique donc qui rassemble trois coalitions. Et ces deux camps politiques semblent pouvoir être en mesure de trouver une majorité. Donc il conviendra d'attendre pour voir quel camp politique trouvera la majorité pour pouvoir nommer un Premier ministre. Donc un communiqué qui laissait présager que le président allait attendre de voir ce qui allait se passer à la session inaugurale du Parlement. Donc il faut aussi constater que le président a poussé au maximum les délais de la convocation de la nouvelle Assemblée, puisque sur la Constitution polonaise, donc il a 30 jours pour le faire, donc il a attendu 28 jours après les élections pour convoquer la nouvelle Assemblée. Ça aussi, c'était une façon de prolonger le gouvernement de la droite unie, puisqu'il pouvait très bien convoquer la nouvelle Assemblée 7 jours après les élections, rien ne s'y opposait, mais dans le scénario où la droite unie voulait garder le pouvoir le plus longtemps possible, le président a joué leur jeu en prolongeant tous les délais possibles et imaginables autant que cela a été possible. Alors, nous apprenons également pendant ces consultations présidentielles que la nouvelle diète sera convoquée en date du 13 novembre et que à partir de là, il conviendra de voir quelle majorité se dessine au Parlement. Donc, de l'avis de certains experts, des commentateurs, de la manière dont ça a été compris, c'est que le président allait attendre de voir quelle majorité se dessine au Parlement pour nommer un Premier ministre. Mais c'est pas ce qui s'est passé, puisque avant même que le Parlement n'ait commencé à délibérer, une semaine avant, le président déclare qu'il est de coutume en Pologne que ce soit le parti qui gagne les élections qui, en premier lieu, puisse avoir la possibilité de créer son gouvernement. Donc, le 6 novembre de cette année, lors d'une allocution télévisée, le président annonce que ce sera Mateusz Morawiecki, donc le Premier ministre en charge de la droite unie, qui aura pour mission, dans un premier temps, de créer un gouvernement. Donc on peut estimer que le président a fait cette annonce une semaine avant la première session du Parlement, justement pour ne pas avoir à répondre aux questions pourquoi est-ce qu'il nomme un gouvernement minoritaire alors qu'il y a une majorité qui se décide au Parlement. Donc c'est une façon d'éviter cette question. Donc à partir de là, il était évident que le président polonais n'allait pas jouer le jeu démocratique, qu'il allait tout faire pour garder la droite unie au pouvoir le plus longtemps possible. Cependant, à partir du 13 novembre, au Parlement, la nouvelle coalition se confirme. Il était également à noter qu'en date du 10 novembre, les trois comités électoraux, donc la coalition civique, la coalition centriste ainsi que donc la nouvelle gauche signent un accord de coalition. Donc un document en 13 pages, 24 points, qui détaille de manière assez exacte les projets que cette coalition voudra mettre en place une fois le gouvernement créé. Donc, d'un point de vue du président ainsi que de l'Union de la droite, il n'y a absolument aucun doute à avoir. Nous avons une coalition qui est d'ailleurs qui a été actée sur papier, une coalition qui attend que le président lui confie la mission de créer un gouvernement. Cette coalition devra encore attendre plus d'un mois. 13 novembre de cette année, donc a lieu la première session du Parlement polonais, donc la session inaugurale. Mais là, il n'y a aucun problème pour la nouvelle coalition d'élire le bureau du Parlement. Donc la Chambre basse élit son président, ses vice-présidents.
Il y aura de même pour la chambre haute. Les candidats de la droite unie sont tous rejetés. Donc la nouvelle majorité parlementaire confirme qu'elle a une majorité stable. Le 14 novembre, la nouvelle majorité parlementaire élit 4 représentants donc, du Parlement pour le Conseil national de la magistrature. Donc il n'y a plus aucun doute à avoir. Il y a une nouvelle majorité au Parlement qui s'est formée. La droite unie n'a aucun moyen d'avoir une majorité. Les choses sont claires. Oui, mais pas pour tout le monde, puisque le président décide d'ignorer cet état de fait et de nommer quand même Mateusz Morawiecki qui est la tête d'un gouvernement, donc gouvernement qui sera créé en date du 27 novembre de cette année. Et à partir du 13 novembre de cette année, en Pologne, nous entrons dans une période où nous avons, comme je le disais, une majorité parlementaire sans gouvernement et un gouvernement sans majorité parlementaire. Donc une situation absolument sans précédent. Cela n'empêche pas le président polonais d'ignorer la nouvelle majorité parlementaire et de nommer quand même Mateusz Morawiecki la tête du gouvernement, ainsi que d'assermenter son gouvernement. Ce qu'il fait en date du 27 novembre de cette année. Et là, on a affaire à une cérémonie qui est complètement irréaliste et qu'on pourrait qualifier de cérémonie se tenant dans un monde alternatif, puisque donc le président assermente le nouveau gouvernement en sachant parfaitement que ce sera un gouvernement qui ne durerait pas plus de 14 jours. Et dans son discours, il présente des objectifs à ce gouvernement qui vont au-delà même d'une mandature. La paix dans le monde, la guerre en Ukraine, la crise au Moyen-Orient, la transformation énergétique, une négociation européenne pour de nouveaux traités communautaires. Donc le président fait comme s'il ne voyait pas la réalité politique. Il va même jusqu'à déclarer qu'il est absolument convaincu que Mateusz Morawiecki arrivera à trouver une majorité parlementaire pour son nouveau gouvernement. Donc, comme je le disais, une situation qui semble être complètement hors du réel et qui va durer 2 semaines, puisque nous avons un gouvernement qui n'a aucune majorité parlementaire, un parlement qui commence à faire voter les premiers textes de loi. Ça n'empêche pas le ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement Morawiecki faire le tour de l'Europe, de présenter sa vision de la réforme des traités européens, comme s'il ignorait le fait qu'il était là pour 14 jours. Une situation, comme je le disais, absolument irréaliste et de mauvaise foi, puisque la Pologne aurait très bien pu avoir un gouvernement au moins 6 semaines plus tôt, mais le président a décidé autrement. Donc voilà un gouvernement qui prend des décisions importantes, qui signe des contrats, un gouvernement qui passe des contrats avec les collectivités, qui va même jusqu'à changer les statuts de certaines entreprises publiques, un gouvernement qui n'a plus aucune légitimité démocratique, puisque c'est un gouvernement qui n'a pas de majorité parlementaire et qui en est conscient, mais qui ne se gêne pas pour prendre des décisions clés, tout ça avec l'accord du président. Donc cette situation va durer jusqu'au 11 décembre de cette année. Le 11 décembre donc de cette année, Mateusz Morawiecki présente son exposé à la Diète, à l'issue d'un débat qui dure à peu près 5 heures. Il demande un vote de confiance et la surprise, qu'est-ce qui se passe? Il ne l'obtient pas. Malgré donc la certitude du président que Mateusz Morawiecki allait arriver à avoir une majorité parlementaire, Mateusz Morawiecki n'a pas la majorité parlementaire, donc se produit l'inévitable, ce qui a dû se produire depuis des semaines. Donc Mateusz Morawiecki n'arrive pas à avoir une majorité parlementaire. Il s'avère même que la droite unie a perdu quelques mandats en route, puisqu'elle est partie avec un capital de 194 mandats à la Diète, alors qu'il n'y a eu que 190 députés de la droite unie qui ont voté pour le gouvernement Mateusz Morawiecki. Pour ce gouvernement, il n'y a que la droite unie qui vote, puisque même la Confédération annonce qu'elle ne votera pas le vote de confiance à Mateusz Morawiecki. Donc, pour être précis sur le vote du 11 décembre, donc 190 députés sur 460 ont voté pour le vote de confiance et 266 ont voté contre. Donc ça montre bien que la droite unie n'a absolument pas la majorité, il lui manque plus de 40 députés pour l'obtenir, et que même son capital de mandat s'effrite au fur et à mesure qu'avance la nouvelle législature du Parlement élu en octobre de cette année.
Ce même jour, c'est le Parlement qui élit son Premier ministre, puisque donc sur la Constitution polonaise, si le candidat du Premier ministre n'a pas obtenu le vote de confiance, c'est au Parlement de jouer. Donc le Parlement élit Donald Tusk donc, au poste de Premier ministre, et Donald Tusk annonce donc son gouvernement. Alors, ce gouvernement était prêt depuis des semaines, puisque la nouvelle coalition avait 2 mois pour créer un gouvernement. Donc, le gouvernement, même s'il n'avait pas été présenté officiellement, les médias connaissaient très bien les noms des nouveaux ministres, et surtout les journalistes, donc on savait très bien qui serait membre de ce gouvernement. Donc, ça a permis à Donald Tusk de raccourcir les délais. Donc, il aurait très bien pu prendre 1 mois, puisqu'il aurait eu 2 semaines pour construire son gouvernement, ensuite 2 semaines pour avoir un vote de confiance. Mais comme le gouvernement était déjà prêt, il n'y avait absolument aucun problème pour le présenter le jour même. Donc on a un gouvernement donc, qui est prêt dès le 11 décembre. Le 12 décembre de cette année, donc Donald Tusk présente son exposé au Parlement, donc un exposé donc, qui dure plus de 2 heures. Le vote de confiance doit avoir lieu dans l'après-midi du 12 décembre, mais il se produit un événement imprévu. Un député excentrique, certains disent d'extrême droite, Grzegorz Braun, décide de refaire parler de lui et attaque à l'extincteur, donc une cérémonie religieuse qui se tient au Parlement polonais. Donc il s'agissait donc du Hanouka organisé par la communauté juive de Pologne. Donc Grzegorz Braun éteint à l'extincteur donc le chandelier, les bougies du Hanouka. Donc ça crée un scandale énorme. Donc lui-même est expulsé donc du Parlement jusqu'à la fin de cette session. Il reçoit des pénalités financières. Donc il est privé de salaire pendant 6 mois. Donc prévu dépourvu de la moitié des frais de fonctionnement pour un député donc pour 3 mois. Comme je le disais, pas de diète, pas de salaire, pas d'indemnité pendant 6 mois. Donc c'est la sanction la plus haute qu'on aurait pu lui donner, d'un point de vue du règlement du Parlement. Et du coup, ça déclenche une mini-crise, pourrait-on dire, puisque la droite unie essaye, dans une ultime tentative, de bloquer donc le vote de confiance pour le gouvernement Tusk. Donc la droite unie demande à ce que, compte tenu de ce qui s'est passé, on reporte donc le débat sur le gouvernement Tusk donc au 13 décembre. Donc cette demande n'aboutit pas, puisque donc la coalition majoritaire n'accepte pas cette demande, et en fin de soirée donc du 12 décembre, le gouvernement Tusk donc obtient le vote de confiance. Donc pour donc ce gouvernement ont voté 248 députés, 201 députés ont voté contre, donc une majorité très confortable qui permet à ce gouvernement de diriger. En date du 13 décembre, le gouvernement est assermenté donc, par le président qui, à partir de là, n'a plus le choix, puisque du point de vue de la constitution polonaise, si le candidat du président n'arrive pas à avoir un vote de confiance au Parlement, c'est, comme je le disais, le Parlement qui élit son candidat, son Premier ministre, qui forme un gouvernement, qui obtient un vote de confiance. Là, le président n'a plus de rôle à jouer. En fait, c'est un rôle plutôt symbolique, donc il n'a plus qu'à assermenter le nouveau gouvernement sans qu'on lui demande son avis. C'est exactement ce qu'il fait. Dans un discours donc du 13 décembre, le président déclare respecter la volonté du peuple et déclare être prêt à coopérer avec le nouveau gouvernement dans toutes les choses qui seront mises en place, qui serviront la nation. Donc le nouveau gouvernement est entré en fonction à partir du 13 décembre. Comme je le disais, 59 jours de passation de pouvoir très compliqué. Alors pourquoi est-ce que la droite unie a tout fait pour bloquer la passation de pouvoir, alors qu'on savait parfaitement, et les politiciens de la droite unie savaient parfeitement qu'ils n'arriveraient pas à trouver de majorité, d'une part pour pouvoir, pourrait-on dire, remplir les caisses du parti, puisqu'il y a eu pas mal donc, de déprédation des fonds de l'État qui se sont produits pendant ces 2 mois. La droite unie a passé 8 ans à ne pas respecter le droit polonais, donc ça a été aussi une période, à partir du 15 octobre, pour détruire un certain nombre de preuves. Donc nous avons des témoignages qui corroborent ces faits. Nous avons également donc des preuves qui démontrent qu'il y a eu des destructions d'archives, de documents, de clés USB, d'ordinateurs, de tablettes.
Cela dit, les audits qui sont programmés par le nouveau gouvernement nous en diront sûrement beaucoup plus sur ce qui s'est passé durant ces 2 derniers mois. Mais il convient de constater que la droite unie, pendant 2 mois, a dirigé le pays de manière totalement antidémocratique, puisqu'elle n'avait plus la légitimité démocratique pour être aux commandes du pays. Et elle ne s'est pas privée de signer tout un certain nombre de contrats, donc justement, qui ont permis de transférer des fonds déjà dans les caisses du parti, un certain nombre de contrats qui avaient été programmés par la droite unie et qui avaient justement pour but de choisir des prestataires, notamment pour ce qui est de la livraison de l'armement, donc des contrats qui avaient également pour but quelque part de lier les mains du nouveau gouvernement, parce que des projets de construction d'infrastructures qui ont été remis en cause par donc la nouvelle coalition ont quand même été poursuivis pendant ces 2 mois. Donc il sera sûrement compliqué pour le nouveau gouvernement de changer le cours des choses dans certains projets, donc de les annuler tout simplement, puisque des contrats ont été signés après les élections parlementaires avec des investisseurs, donc ça coûtera sûrement beaucoup d'indemnités de revenir en arrière. Mais dans tous les cas, ce qu'il convient de savoir, c'est que le président polonais n'avait absolument aucune raison objective de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que il était conscient, totalement conscient du fait qu'il y avait une majorité parlementaire stable qui était prête à prendre le pouvoir en Pologne. Il savait parfaitement que son camp politique n'arriverait absolument pas à avoir une majorité dans ce Parlement, après les élections parlementaires du 15 octobre. Malgré cela, il a décidé d'ignorer ces faits. Il a fait traîner les choses aussi longtemps que possible, tout ça pour servir les intérêts de son camp politique, tout en ignorant la réalité, au détriment des intérêts du pays, il faut le dire clairement. Le président polonais a servi les intérêts de son parti et pas de son pays. Alors, brièvement, si l'on peut s'interroger sur ce qui nous attend maintenant. Alors, il faut bien voir que la Pologne n'en a pas fini avec les élections, puisque le pays se trouve dans un cycle électoral. En fait, nous attend encore 3 élections. Donc, au printemps 2024, ce seront les élections régionales, ensuite les élections européennes et surtout en été 2025, les élections présidentielles. Alors, je dis surtout parce que jusqu'en 2025, il y aura une cohabitation très difficile qui aura lieu entre le gouvernement et le président, donc de 2 camps politiques adverses. Cette cohabitation sera d'autant plus compliquée que le nouveau gouvernement annonce de défaire certaines réformes de l'appareil judiciaire, chose à laquelle va sûrement s'opposer le président et son camp politique. Donc, on peut s'attendre à une cohabitation très difficile, très compliquée, très émotionnelle, une cohabitation qui durera 20 mois. Donc, d'un point de vue de la Pologne, les élections présidentielles seront cruciales, puisque les Polonais devront choisir entre une cohabitation compliquée et donc un président qui aura le potentiel ou la capacité de pouvoir coopérer avec le gouvernement. Cependant, donc la Pologne se trouve en période électorale et ça va durer, comme je le disais, jusqu'à mi-2025. Donc une situation qui compliquera sûrement donc, le travail des nouveaux dirigeants, puisque donc, les partis politiques seront sujets aux campagnes électorales. Du côté de la droite unie, on peut penser qu'il n'y aura pas de changement jusqu'aux élections européennes, puisque ce camp politique a intérêt à rester uni et à ne pas se défaire jusqu'aux élections européennes. Ensuite, ce qui va être compliqué pour la droite unie, c'est les élections présidentielles, puisque à ce jour, ils n'ont pas de candidat qui ait une réelle chance de pouvoir gagner ces élections. Qui sera candidat de la droite unie en 2025 au présidentiel, on ne peut absolument pas le prévoir. Mais à ce jour, tout porte à croire que la droite unie n'a aucune chance de gagner les élections présidentielles. Cela peut évidemment changer, mais aujourd'hui, on ne voit pas vraiment qui aurait une chance d'arriver ne serait-ce qu'au 2e tour en juin-juillet 2025, donc date des élections présidentielles. Donc, après les élections présidentielles, on peut supposer qu'il y aura du changement donc du côté droit de la scène politique polonaise, puisque tout porte à croire que Jarosław Kaczyński arrive en fin de course et qu'il est proche de la retraite politique.
On peut aussi voir que le nouveau gouvernement changera sûrement assez rapidement de Premier ministre, puisque beaucoup d'éléments laissent à penser que Donald Tusk ne sera pas Premier ministre plus d'un an. Pourquoi? Puisqu'il est pressenti pour être le prochain président de la Commission européenne, voire le prochain représentant de la diplomatie européenne, donc le remplaçant de José Borrell. Donc, tout porte à croire qu'à partir de juillet-août 2024, la Pologne change de Premier ministre. Donc, nous le verrons bien. Cela dit, les informations crédibles que l'on peut obtenir, même si Donald Tusk lui-même nie catégoriquement, nous pense à croire que Donald Tusk s'oriente plutôt vers une carrière européenne qu'une carrière nationale. Rappelons-le également, qu'en juin 2013, il avait nié totalement avoir des ambitions européennes, alors que donc, en septembre 2014, donc il est nommé à la tête donc, du Conseil européen. Donc on peut penser que la Pologne aura un changement de gouvernement, de Premier ministre, au moins, voire de gouvernement, vers mi-2024. On peut également penser que les choses seront renégociées au sein de la nouvelle coalition, parce que nous avons donc un président du Parlement qui a des ambitions présidentielles. Donc, selon le score qu'il fera en 2025, se jouera son sort politique, si je puis dire ainsi. Donc, ce qu'on peut estimer, c'est que l'accord de coalition tel qu'il a été signé le 10 novembre 2023, donc par la nouvelle coalition, aujourd'hui de gouvernement, tiendra jusqu'en juillet 2025. Le changement de Premier ministre ne changera pas grand-chose, c'est les élections présidentielles qui pourraient changer les choses. Donc, dans tous les cas, on aura un gouvernement stable, une coalition stable jusqu'en 2025. Et de toute manière, tant que la droite unie restera unie, ou au moins semi-unie, elle représentera donc une menace pour la nouvelle coalition de gouvernement, en termes de pouvoir reprendre peut-être le pouvoir en créant une nouvelle coalition, s'il y avait des dissensions au sein de la nouvelle majorité. Donc, tant que la droite unie reste unie, la nouvelle coalition de gouvernement restera unie, ça c'est une certitude. Maintenant, si la droite unie devait se désunir, s'il devait y avoir des changements du côté de la droite unie, si par exemple Jarosław Kaczyński devait quitter son poste de président du Parti droit et justice, du camp politique de la droite unie, là certes, il serait possible qu'il y ait des dissensions au sein de la nouvelle majorité, puisque aujourd'hui la scène politique polonaise est coupée en deux, peut-on dire. Et donc les événements déstabilisateurs dans un camp politique jouent sur le camp politique adverse. Donc tant que la droite unie reste unie, la nouvelle coalition de gouvernement sera unie. Une désunion de la droite unie amènera inévitablement une désunion de la coalition gouvernementale, donc qui a débuté, qui est encore en fonction le 13 décembre de cette année, mais pour l'instant on n'en est pas là. Ce qui paraît probable, c'est que pendant 2 ans, on arrive à avoir une majorité stable, comme je le disais, jusqu'aux élections présidentielles. On peut également penser, ça paraît quasiment sûr, qu'au moins 2 ministres quitteront leur ministère après les élections européennes. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, ainsi que du ministre de la Culture, Bartłomiej Sienkiewicz. Alors, on sait qu'ils sont là pour des missions bien précises. Alors, Radosław Sikorski a été renommé, donc il a été reconduit aux fonctions, au poste de ministre des Affaires étrangères, donc un poste qu'il a occupé, rappelons-le, pendant plus de 6 ans auparavant. Donc c'était la période 2007-2014. Donc il a été reconduit à ce poste. Pourquoi? Puisque c'est le ministre des Affaires étrangères qui était en charge en Pologne le plus longtemps. Et donc ça reste un des politiciens les plus expérimentés en ce qui est de la politique étrangère. Donc son rôle, c'est principalement de reconstruire une diplomatie polonaise qui a été complètement défaite, décousue, détruite, peut-on dire, par l'union de la droite. Donc ça, c'est son rôle. Donc la droite unie, effectivement, a fait beaucoup de dommages à la diplomatie polonaise. Donc aujourd'hui, il faut la reconstruire. Donc qui de mieux qu'un spécialiste pour reconstruire une administration, une diplomatie aujourd'hui, peut-on dire, complètement inefficace.
alors que le ministre de la Culture, donc Bartłomiej Sienkiewicz, qui lui également avait été ministre, mais lui avait été ministre de l'Intérieur donc auparavant, lui, il aura pour mission de changer les choses dans les médias publics. Donc on sait aujourd'hui les médias publics sont un tube de propagande pour la droite unie, donc il faudra les réformer. Ça impliquera donc une lutte assez compliquée avec la droite unie qui a mis en place pas mal de fusibles qui retarderont les changements dans les médias publics, mais cela dit, il faut le faire. Et il faudra donc un homme expérimenté dans la fonction publique et l'administration pour pouvoir opérer ces changements, d'où donc le poste de ministre de la Culture pour Bartłomiej Sienkiewicz, donc une personne aguerrie pour ce qui est de l'administration de la fonction publique et des questions juridiques. Mais tout porte à croire que Radosław Sikorski et Bartłomiej Sienkiewicz partiront à Bruxelles donc et à Strasbourg, donc au Parlement européen, dès juin-juillet 2024. L'avenir nous le dira, mais ça paraît assez probable. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement, un chapitre politique qui s'entame. La Pologne arrive dans une période donc que l'on pourrait qualifier de nouvelle période politique. Qu'est-ce qui nous attend? Comme je disais, donc une cohabitation compliquée avec le président, des audits qui révéleront sûrement des choses pas très jolies dans les différents ministères gérés par la droite unie pendant 8 ans. On peut aussi penser que la confiance s'effritera au fur et à mesure pour le nouveau gouvernement, la confiance citoyenne. Pourquoi? Parce que le nouveau gouvernement a fait pas mal de promesses électorales qui seront compliquées à tenir, notamment la légalisation de l'avortement, qui sera tout simplement impossible jusqu'à ce que la Pologne change de président, parce qu'Andrzej Duda ne signera jamais une légalisation de l'avortement. Même au sein de la nouvelle coalition de gouvernement, l'avortement, sa légalisation reste objet à controverse. Donc, ça fera partie des choses qui seront compliquées à mettre en place dans un avenir proche. Donc une coalition qui va avoir beaucoup de soucis aussi avec toutes les personnes mises en place par la droite unie, que ce soit dans l'appareil judiciaire, que ce soit finalement à tous les échelons de l'État. Donc des décisions qu'il faudra défaire, des contrats qu'il faudra renégocier, une situation très compliquée. C'est pour ça que l'on parle souvent d'un gouvernement de transition, donc un gouvernement qui va nous sortir de ce qui a été fait par la droite unie. Il faut bien voir que la Pologne revient de loin, puisqu'aujourd'hui, l'objectif primaire pour ce gouvernement-là, c'est de revenir vers l'état de droit, c'est de sortir de la démocrature et revenir vers la démocratie. Et c'est indispensable si la Pologne veut avoir accès aux fonds communautaires, si elle veut pouvoir toucher les fonds du fonds de relance, donc le fonds post-Covid. Aujourd'hui, ce fonds est bloqué justement à cause des soucis de l'état de droit qu'a la Pologne depuis 2015. Donc un gouvernement qui aura une tâche compliquée. Cependant, tout porte à croire que cette majorité sera stable pendant 2 ans au moins. Les élections présidentielles apporteront peut-être des changements. Aujourd'hui, il est impossible de dire qui sera le prochain président polonais. Cela dépendra beaucoup du soutien des différents candidats avant ces élections et tout dépendra de la configuration des candidats, donc de qui est candidat. Cependant, on peut dire que Rafał Trzaskowski, donc le président de Varsovie, sera candidat au présidentiel. On peut dire aussi que le président du Parlement à l'heure actuelle, donc le président de la Chambre basse du Parlement, Szymon Hołownia, donc qui est président de son parti Pologne 2050, sera candidat également. Donc ça, ces 2 candidats paraissent sûrs. Il y en aura d'autres, mais on peut pas le prévoir, et surtout on ne peut pas savoir qui sera candidat de la droite unie. Donc aujourd'hui, la Pologne rentre dans un cycle nouveau. C'est un cycle qui sera compliqué pour les dirigeants. Quelque part, la Pologne revient un peu en 1989, puisque le nouveau gouvernement aura pour tâche, pénible et compliquée tâche, de reconstruire un État démocratique. Cependant, tout porte à croire que le gouvernement aura une majorité parlementaire stable et que sa mission pourra être menée à bien au moins pendant les 2 premières années donc de cette législature. Donc, je le rappelle, en Pologne, une législature du Parlement dure 4 ans.
Pour ce qui est de la droite unie, la droite unie va rester unie jusqu'aux élections européennes. Ça paraît quasiment sûr. Après, on peut supposer que ce camp politique se dirigera plutôt vers les dissensions internes, puisque la plupart des leaders de la droite unie se rendent parfaitement compte que Jarosław Kaczyński n'est plus en mesure de mener ce camp politique vers la victoire. D'un autre côté, c'est bien Jarosław Kaczyński qui soude ce camp politique, sans qui ce camp politique se diviserait. Donc, qu'est-ce qui attend la droite unie? C'est sûrement la désunion, mais pas dans ces prochains mois. Ça arrivera probablement à partir de la mi-2024, sachant que la droite unie va avoir de la concurrence aussi, à savoir le Parti Confédération, qui joue un peu dans cette bipolarisation politique le rôle de la troisième voie. En tout cas, c'est un rôle que ce parti veut obtenir. Et donc, c'est un parti qui sera une concurrence probable et de plus en plus importante, peut-on estimer, pour la droite unie dans ces prochains mois et ces prochaines années. Donc, dans tous les cas, la scène politique polonaise est en train de changer. Puisque même si l'on a un retour de Donald Tusk aux affaires, ça ne veut pas dire qu'on revient 8 ans en arrière, absolument pas. Donc nous avons le parti de Donald Tusk, donc la plateforme civique, donc c'est un parti qui a bien changé depuis 8 ans. C'est un parti qui a changé puisque on arrive dans une période où la jeune génération commence à reprendre les choses en politique. Donc on n'est plus en 2007, ça il faut bien le comprendre, on n'est plus en 2015 non plus. Les choses ont changé. Surtout aujourd'hui, la plateforme la civique fait partie d'une coalition qui elle-même fait partie d'une coalition. Donc aujourd'hui, la plateforme civique co-dirige le pays, mais n'est plus l'élément maître de l'échiquier politique. Quant à Donald Tusk lui-même, on sait parfaitement qu'il est là pour remettre le pays sur les rails, pourrait-on dire ainsi, mais il ne va pas rester Premier ministre bien longtemps. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas parler d'un retour en arrière, puisque ce n'est pas le cas. Même si nous avons quelques ministres qui sont revenus, donc de la période de gouvernement plateforme civique, parti agrarien, on sait parfaitement que ces ministres sont juste revenus pour un temps déterminé, c'est parce qu'ils ont l'expérience de la gestion du pays, qu'on a besoin de leur expérience, mais ils ne resteront pas à leur poste bien longtemps. Comme je le disais, Radosław Sikorski et Bartłomiej Sienkiewicz partiront probablement au Parlement européen donc l'année prochaine. Donc même si nous avons un troisième gouvernement Tusk, pourrait-on dire ainsi, une troisième législature Tusk, cela ne veut pas pour autant dire qu'on est revenu en arrière, absolument pas. La Pologne ouvre bel et bien une nouvelle page de son histoire politique, aussi parce que nous voyons clairement que la fin de Jarosław Kaczyński, sa fin politique est bien proche. Nous voyons clairement que Donald Tusk aussi s'oriente plus vers une carrière européenne qu'une carrière polonaise, mais surtout que dans la politique polonaise, nous avons une jeune génération qui se fait entendre de plus en plus, et cette jeune génération est vraiment arrivée en masse au nouveau Parlement polonais. Donc les choses changent bel et bien. Donc il n'est pas question d'un retour en arrière, c'est bien une nouvelle page, comme je le disais, politique qui s'entame en Pologne. Qu'est-ce qu'elle apportera à la Pologne? Je ne manquerai pas de la commenter pour vous dans des enregistrements futurs. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. À ceux qui estiment que ce film a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Pour ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne à vos amis, à vos contacts. Je reste à votre disposition en cas de questions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis joignable sur les réseaux sociaux, sur Messenger notamment. On peut me trouver sur Facebook, sur la plateforme X, anciennement Twitter. Donc n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. N'hésitez pas aussi à me faire vos commentaires, vos remarques sur YouTube. Je reste à votre disposition. Pour l'heure, je vous remercie une fois de plus pour votre attention et pour votre patience. J'espère que ce film vous aura servi à quelque chose. Merci encore. Au revoir, à bientôt.